C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous voir si nombreux pour notre événement. Nous sommes ravis que vous soyez parmi nous. Je suis Maëlle Coat de l'association France Terre d'Asile, qui est une association qui défend en France le droit des migrants, le droit des demandeurs et des réfugiés depuis les années 70. Notre association se bat pour que les gens puissent arriver dans des conditions dignes et dans la sécurité en Europe et en particulier en France. Et notre association travaille aussi en Afrique du Nord, où elle aide également les personnes qui sont arrivées dans ce pays à s'en sortir, à travailler dignement, à avoir accès à la santé et à avoir accès aux bases des conditions sociales. Depuis 2017, nous avons lancé en Tunisie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire le projet Récoltea. Le projet s'intitule « Renforcement des capacités des organisations de la société civile pour mieux lutter contre la traite en Afrique ». Notre partenaire ici est l'association ADPS, présidée par Omar Diallo, qui viendra vous dire un petit mot tout à l'heure. Et nous travaillons également avec un partenaire en Côte d'Ivoire, l'association SOS Exclusion, ainsi qu'avec la section tunisienne de notre association Terre d'Asile Tunisie. Pourquoi ce projet ? Ce projet a été lancé en 2017 suite à un constat. De nombreuses personnes sont parties en Tunisie ou sont parties en France dans la recherche de conditions de travail meilleures, dans la recherche d'un avenir meilleur pour leur famille ou pour elles-mêmes, et finalement se sont retrouvées dans des situations très difficiles. Vous avez des jeunes filles, des jeunes hommes, parfois même des personnes de moins de 18 ans, parfois des mamans et des papas, des personnes qui sont âgées, de plus de 50 ans, qui vont partir à l'aventure et se retrouver vraiment dans des situations terribles. Ces personnes-là, nous les avons accueillies en Tunisie, nous les accueillons aussi en France. En Tunisie, pour vous donner une idée, sur la seule année, entre les 3 années du projet, depuis 2017, nous avons accueilli 400 victimes de traite. Donc, 3 quarts de femmes et un quart d'hommes, qui sont des personnes victimes d'esclavage moderne. C'est de ça qu'on parle quand on parle de la traite. On parle de l'esclavage moderne, des personnes qui pensaient avoir un travail et qui finalement se retrouvent enfermées, exploitées, avec l'impossibilité de sortir, l'obligation de travailler des heures durant, de l'aube à la nuit, à très tard dans la nuit, dans des conditions difficiles. Leur passeport est confisqué, elles ont peur de se rendre aux autorités du pays où elles se trouvent car elles ont peur d'être expulsées ou emprisonnées. Et finalement, tout leur horizon s'assombrit, elles n'osent pas parler à leur famille, de peur que ceux-ci leur disent de rester ou aient honte d'eux, etc. Donc vous avez affaire à des personnes très isolées, qui ne savent plus à qui demander de l'aide. C'est ces personnes-là qu'on a aidées en Tunisie, et en fait c'est pour ces personnes-là qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de sensibiliser les personnes qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans tout autre pays, pour leur dire que la migration est une chance, que la migration est une opportunité, mais qu'il faut faire très attention aux situations, aux conditions dans lesquelles vous partez. Et se méfier des faux contrats, se méfier des arnaques qui peuvent vous mener très loin, comme cette jeune fille que mentionnait M. Boubacar Seye, qui s'est trouvée dans une situation tellement difficile qu'elle a dû peut-être, on ne le sait pas, peut-être même en venir à tuer son employeur, et qui aujourd'hui est en prison en Arabie Saoudite et qui risque la mort. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour parler de ce sujet, le sujet de la traite des êtres humains, de l'esclavage moderne. Nous avons formé au cours du projet de nombreuses associations depuis 2017 au Sénégal pour parler de ce sujet, pour essayer de faire passer le message sur cette thématique, dans les villes de Dakar bien sûr, mais aussi de Thiès, de Kaolack, de Saly, de Saint-Louis. Et nous espérons que vous aussi, aujourd'hui, vous pourrez faire passer le message auprès de vos amis, de vos familles, de vos communautés. Nous vous avons distribué une brochure avec une histoire, une bande dessinée en Wolof. J'espère que vous pourrez la lire et comprendre que cette situation n'est pas unique. Malheureusement, elle touche beaucoup de personnes dans de nombreux pays. Voilà, n'hésitez pas
à en parler autour de vous. Alors, pourquoi les journalistes? Nous avons pensé qu'au-delà des associations, il était indispensable d'associer les médias, les journalistes de tous les types de médias, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, la radio, parce que les journalistes sont l'avenir du pays, sont les porte-voix de la nation et ont bien sûr un message à faire passer à la société, notamment en ce qui concerne le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, au mois de juin, nous avons organisé une formation à l'intention de 15 journalistes durant 4 jours à peu près, si je me souviens bien. Nous avons d'ailleurs des participants parmi nous dans la salle, en plus de nos 3 lauréats. Cette formation visait à mieux comprendre qu'est-ce qu'on entend par traite des êtres humains, puisque vous voyez, c'est un mot un peu compliqué. C'est un concept juridique qui correspond à des lois, à des droits. Donc on voulait que les journalistes comprennent bien de quoi il s'agit et puissent comprendre aussi tous les concepts de la migration. Qu'est-ce que l'asile, qu'est-ce que la traite, qu'est-ce que la migration régulière, irrégulière, etc. Donc à l'issue de cette formation, nous avons proposé aux participants de nous proposer des reportages qu'ils allaient mener, des enquêtes qu'ils allaient mener sur la traite, dans le but de sensibiliser le plus grand nombre sur ce sujet. Et nous avons retenu 2 projets. Un projet sur la traite à Kédougou et un projet sur les enfants talibés au Sénégal. Voici nos journalistes qui ont réalisé ces 2 projets que nous allons bientôt pouvoir visionner tous ensemble. Merci à tous. fenn foo nga xamante ne nguur gi yaakaaroon naa ni dinaa ko fa séente gisuma ko mooy saa yu ñu wootee pour bëgg ay intervention ñoom ñu jox ñu ay chiffres wala wax ñu naka la ñu fas yéene doxalee daanaka doo am ku la ci tontu boo bëggee am service état ci wàllu xale yi jafe na nga am ku lay tontu ne la fii ak fii ngay jaar daanaka li ci gën a bëri réponse yi ngay am chiffre ak données yëpp ONG yi ñoo la koy jox état da koy moytu bu baax a baax koo ci woo rek nga ne mbiru xale yi ak taalibe yi lañ lay wax dañuy lañ ne amaguñu ndigal pour wax ci wala foog ñu woo ministre bi ne ko ci lii lañ bëgg a waxtaanee kooku soo ko joxee avis ñu soog ci waxtaanee loolu moo tax loolu daal lay reproché état mais ci wàllu ndimbal dew ma ci ñoom pour sàkku pour ñu jàppale ma ci lu jëm ci reportage bi loolu daal laaj bëggoon a leeral. Alors, pour la deuxième question, M. Khan, la perception par rapport à la position de l'État, plutôt par rapport à ça, c'est mon énième reportage sur la situation des enfants. J'en avais tourné alors que j'étais journaliste à Canal Info. Et là, c'était encore sous un autre angle, c'était des enfants de la rue mais qui étaient en phase de transition, c'est-à-dire ils avaient entre 13, 14, 15 ans. Donc ils quittaient un tout petit peu la réalité enfant de la rue et devenaient adultes et ils s'adonnaient à des vols et le disaient directement devant la caméra. Quand je leur demandais comment vous faites pour vivre, ils répondaient tout le temps qu'on était obligés de voler. Certains avaient déjà fait la prison des mineurs. Alors ma question était de savoir, est-ce que vous alliez changer de donne, c'est-à-dire essayer de faire de petits métiers? La réponse était catégorique. On est dans la rue, tout ce que nous pouvons faire pour survivre, on va le faire. Donc c'est pour vous dire que je me demande, est-ce que l'État a pris la pleine mesure de savoir ce que deviendraient demain tous ces enfants talibés qui sont laissés à eux-mêmes? Parce qu'ils sont sans formation, ils ne fréquentent pas des écoles, ils ne fréquentent pas les écoles d'arabe pour lesquelles ils ont été, disons, pour lesquelles ils sont sortis de leurs familles respectives. Donc, ce qui fait que c'est des cas. Et quand on creuse un tout petit peu, quand on veut dresser un peu le prototype ou le portrait de certains agresseurs dans certains endroits de Dakar, pour l'essentiel, ils ont cette trajectoire-là d'enfants talibés, d'enfants de la rue, et finalement ils sont devenus sans orientation, ils sont devenus ce qu'on appelle des agresseurs sans que des choses soient faites ou des études soient menées de façon poussée pour savoir aujourd'hui quel est le portrait, pourquoi nous avons une récurrence d'agressions dans certains endroits de Dakar qui étaient d'abord fréquentés par des enfants talibés et qui sont aujourd'hui aussi sous la loi de jeunes qui sont devenus des caïds qui n'hésitent pas à agresser. Alors la perception de l'État, elle est difficile à cerner parce qu'on sait que l'État a la volonté, mais on sait aussi
Et on peut le dire sans risque de se tromper, que la volonté politique manque un peu, elle fait défaut, parce que si elle était accompagnée de mesures effectives, on aurait pu peut-être se tirer d'affaire et tourner complètement le dos à cette situation qui est, il faut le rappeler, une violation quotidienne des droits des enfants. Pour revenir à la question de mon cousin de Bignona, enfin, sur la dernière partie de la question, quand j'ai pris le maître coranique, c'était un tout petit peu pour apporter une nuance par rapport au reportage, pour dire que c'est vrai qu'il y a des enfants talibés qui ne fréquentent plus des daras, mais il y a également des enfants qui fréquentent des daras, mais dans des conditions aussi qui ne garantissent pas forcément le droit. J'ai parlé de conditions plus ou moins acceptables. C'est vrai que lui, il essaye au moins, à défaut de les exposer à la belle étoile. Ils ont un toit, mais tu l'as remarqué, les enfants reviennent à 22h. C'est à 22h qu'ils contrôlent est-ce que les enfants sont là. Et étant donné que c'est dans mon quartier, j'ai souvent rencontré ces enfants-là entre 19h, 20h et 21h. C'est pourquoi d'ailleurs je l'avais choisi pour lui demander en fait comment se fait-il que, comment il établit son emploi du temps, comment se fait-il que ces enfants sont à 21h, 22h dans la rue. Et l'autre paradoxe, il le souligne dans son reportage, c'est que ces enfants-là se réveillent à 5h du matin pour aller quémander. Ce que je trouve à la limite quand même assez grave et assez regrettable. Et sur l'autre aspect, le SAMU, oui, même les enfants que j'ai rencontrés à Dakarville, ils citent le SAMU comme référence parce que le SAMU revient souvent vers eux pour leur octroyer des soins de première nécessité, les amène si possible d'ailleurs pour qu'ils puissent se laver, se restaurer, mais beaucoup reviennent. Donc voilà, ça aussi, je pense, voilà, c'est ça, beaucoup reviennent dans la rue. Alors, monsieur Ba, non, oui c'est ça. Monsieur Sané plutôt. C'est Sané. Voilà. Sané, ce que j'attends, moi personnellement, en fait, ce que nous faisons, c'est alerter. Ce que nous faisons, c'est alerter, mettre à la disposition des gens un vécu, peut-être dont ils ignorent, et leur dire que voilà ce qui se passe. Et à partir de là, nous voudrions que chacun s'approprie du travail qui a été fait. Ce que moi j'ai tourné comme étant reportage et l'ayant montré aux gens comme étant un vécu qui un peu est en déphasage avec ce que dit la loi, que chacun se l'approprie et soit porteur de voix par rapport à ce qu'il a vu. Est-ce qu'on a la possibilité de faire en sorte que beaucoup de Sénégalais puissent voir le film? On va essayer, j'en discute avec une consoeur qui est la directrice de 7TV pour voir est-ce qu'à la journée du talibé on pourrait diffuser l'élément sur sa télévision. À défaut également, nous allons essayer de partager ça sur les réseaux sociaux pour que les gens en prennent conscience et aussi essayent à leur façon de sensibiliser et de porter ce combat-là qui nous est tous cher pour que les enfants sortent un jour de la rue. Il est dit, il a été dit et il sera toujours dit. La traite des êtres humains est une pratique de notre âge. Cette situation nous pousse à dire stop, ça suffit. Des promesses d'une vie meilleure l'ont poussé à dire oui. Transporté de pays en pays, les yeux bandés par l'Eldorado, la vie d'Amina devient une vie à deux. Rien de vrai, rien de normal. Des promesses, pas tout. Ses rêves partent en éclats. Pourtant, gagner sa vie était son motif. Amina, une jeune fille, belle, gentille, ouverte d'esprit, battante et travailleuse, elle est réduite en esclave. Femme du maître, femme à tout faire, Amina est devenue femme, oui, oui. Violée, maltraitée, battue et abattue, Amina n'a plus de force ni de courage pour se battre. Subir est son quotidien. Pourtant, elle n'était pas naïve. Mais gagner sa vie si vite l'ont aveuglé les yeux. Soumise, docile, elle est réduite à néant. Vraiment, Amina regrette son départ. De solution, elle n'en a pas, car des chaînes l'empêchent de voir le clair. Son cœur, enflé de liberté, son corps piaffe de douleur. Amina n'est plus, car cette traite
n'a plus lieu d'être.